Sisley est vraisemblablement un des tableaux, sinon le tableau le plus volé de France. Je comprends que les événements sont inéluctables. Les explications fournies par le conservateur ne satisfont pas les policiers. Je ne dis pas toute la vérité. 4 tableaux de grande valeur ont été dérobés dans des circonstances absolument effarantes. Le vol est né d'un invraisemblable quiproquo entre un truand et un agent du FBI. Il m'a dit « j'ai un Vermeer et un Rembrandt ». Cette réunion en Floride a tout des séries de Miami Vice. Il a enlevé la veste de Minet et il y avait écrit « Police ». Le vol d'un tableau dans un musée est un fait divers rare. Et quand un même tableau est l'objet de vols répétés pendant 70 ans, jusqu'à en faire le tableau le plus volé de France, c'est encore plus rare. C'est pourtant le destin très particulier du tableau intitulé « Allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing » du peintre anglais Alfred Sisley, l'un des maîtres du courant impressionniste. La peinture de Sisley est exclusivement faite de paysages. Et d'ailleurs, afin d'aller au plus près des paysages, une invention va changer le cours de l'histoire de l'art, le tube de peinture. Jusqu'au milieu du 19e siècle, en effet, les peintres fabriquaient eux-mêmes leurs peintures à l'aide de pigments en poudre et de substances pour les lier. Mais c'est en 1841 que le tube de peinture en métal a été inventé. Les peintres ont pu sortir de leurs ateliers et peindre d'après nature, selon l'expression consacrée. Dans ce paysage peint en 1890, la palette chromatique est riche, jouant avec une nuance incroyable de vert pour représenter l'herbe et les feuilles de peuplier. La perspective, tout comme la lumière, sont des éléments extrêmement travaillés. Le cadrage de la scène a été choisi arbitrairement par le peintre pour mettre en avant ces éléments. Se dégage de cette peinture une atmosphère paisible, de beauté, de clarté et de légèreté. Il y a ici une volonté de décrire plus que d'émouvoir. La première fois que la malédiction frappe la toile, c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale. On ignore encore aujourd'hui quand elle a été volée et à qui elle appartenait. Ce qui est certain, c'est qu'elle a été spoliée pendant cette triste période. Le tableau de Sisley arrive à Nice en 1953 au musée Masséna. En 1978, il est prêté à la Chine pour une exposition. Mais c'est sur le chemin du retour, à Marseille, que pour la seconde fois, son destin bascule. C'est ici que les tableaux ont été volés. Ils se trouvaient alors sans protection dans un camion que le chauffeur avait abandonné portière ouverte et clé de contact sur le tableau de bord pour aller demander son chemin. Une société privée était en effet chargée de rendre à différents musées les chefs-d'œuvre prêtés pour une exposition en Chine populaire. Ce pauvre Sisley, il est vraiment damné parce que d'abord il vient d'une spoliation et ensuite il a été volé plusieurs fois. Il a été volé une première fois en 1978 dans un camion qui ramenait des œuvres qui retournaient de Chine, d'une exposition. Il y avait une dizaine de tableaux impressionnistes. Cette société avait imaginé de faire voyager les Gauguin, Courbet, Sisley, Vallotton, Signac, sans escorte pour ne pas attirer l'attention. Sur un point, elle avait réussi. Les voleurs qui s'étaient emparés du véhicule ne savaient pas ce qu'il contenait. Au bout de quelques mois, ils ont essayé de les revendre, ils se sont fait prendre. La police a récupéré assez vite la plus grande partie des œuvres, mais pas le Sisley et un Gauguin aussi, qui était une œuvre importante. Et en fait, grâce à des aveux, ils ont réussi à les retrouver. Ils avaient été cachés dans une bouche d'égout, et c'est dire comment fonctionne ce genre de malfrats. Le lot est estimé à 1,5 milliard. À eux seuls, le portrait de Madeleine Bernard, un Gauguin, et l'allée des Peupliers près de Moret, un Sisley de 1890, sont estimés à 14 millions de francs. Quelques années après sa restauration, le tableau est affecté au musée des Beaux-Arts Jules Chéret à Nice. Mais le 21 septembre 1998, pour la troisième fois,
Allée de peupliers est dérobée au matin, ainsi qu'un tableau de Claude Monet intitulé « Falaise près de Dieppe ». À l'image du tableau de Sisley, les toiles impressionnistes sont l'une des cibles privilégiées des voleurs. Dans leur esprit, elles sont populaires, d'une grande valeur et jugées plus faciles à revendre. L'enquête du vol du Sisley et du Monet s'ouvre à Nice pour retrouver les deux toiles. Et les enquêteurs n'écartent aucune piste. Mais pas au point d'envisager l'inimaginable. Deux tableaux ont été volés ce matin au musée des Beaux-Arts de Nice, deux œuvres impressionnistes de Monet et de Sisley. Ils ont été dérobés par deux malfaiteurs armés. Les deux malfaiteurs qui avaient pris en otage le conservateur du musée ont pu prendre la fuite. Donc le 21 septembre, c'est un lundi, nous sommes avisés par le procureur de la République que le service vient d'être saisi d'un vol à main armée avec séquestration. Nous partons sur place et sur place, nous sommes reçus par le conservateur du musée, M. Forneris, qui est l'une des victimes de ce vol à main armée et de la séquestration. La police est prévenue dès notre libération. Et elle va recevoir nos dépositions. Il va nous expliquer que le matin même, à son domicile, deux personnes se sont présentées. Elles étaient cagoulées et elles lui ont indiqué qu'elles allaient braquer son musée. Il est certain qu'à partir du moment où les deux voleurs sont chez moi, je comprends que les événements sont inéluctables. Et que je vais devoir aller au musée pour perpétrer ce vol. Il les a conduits à bord de son véhicule jusqu'au musée. Sous la menace, il m'intime l'ordre d'y pénétrer. Et là, les deux personnes ont braqué donc la concierge qui leur a ouvert la porte. Se sont rendus dans le bureau où se trouvait le technicien qui était présent. À la demande des malfaiteurs, M. Forneris leur a indiqué la bibliothèque où ils pouvaient être retenus en otage. Moi, j'ai été conduit auprès des œuvres pour soi-disant les identifier. Et c'est là que le voleur et son acolyte ont pris les œuvres. Je redescends avec eux dans le bureau où sont les deux autres personnes. Je suis ligoté, bâillonné. Les auteurs s'enfuient. Deux toiles sont prises. Une toile de Monet, Falaise près de Dieppe, et une toile de Sisley, Allée de peupliers près de Moret. Les victimes parviennent à se libérer de leurs liens et l'alerte est ainsi donnée. Compte tenu de ce qu'il y a dans la déposition du conservateur, ainsi que dans les dépositions des deux otages, à savoir le calme qu'a insufflé M. Forneris tout au long de la prise d'otage,
on s'est posé des questions. Surtout par le fait qu'à plusieurs reprises, il aurait pu donner l'alerte au service de police et qu'il ne l'a pas fait. Notamment le matin, quand il nous décrit comment il s'en va en voiture avec les malfaiteurs. Il retourne dans la maison pour fermer la porte à clé. À ce moment-là, rien ne l'empêchait de donner un coup de fil à la police. Les explications fournies par le conservateur ne satisfont pas les policiers qui poussent un petit peu plus leurs investigations. Effectivement, je ne dis pas toute la vérité. Le lendemain, nous convoquons M. Forneris pour rediscuter avec lui, notamment sur des petites choses qui nous paraissaient assez bizarres à la relecture de sa déposition. À l'occasion de cette deuxième déposition, mis en confiance par les deux inspecteurs, je leur raconte toute la vérité sur le vol et l'identité du voleur que je connaissais. Le conservateur du musée avait mis au point avec 2 de ses amis un scénario incroyable. Une mise en scène de séquestration qui a permis de tromper la vigilance des personnels du musée, de faire croire que le conservateur était pris en otage et que, contre son gré, il se présentait au musée un jour de fermeture pour permettre aux voleurs d'accéder aux galeries et de prendre les tableaux. Donc il reconnaît que la personne qui a braqué est une personne qu'il connaît depuis très longtemps, puisqu'il l'a connue dans les années 80 alors qu'il était professeur de philosophie à Monaco, et que cette personne était pion. C'est quelqu'un que je n'avais plus envie de revoir et je l'avais perdu de vue. Jusqu'au jour où, printemps 97, il me téléphone en disant « Jean, il faudrait qu'on se voie ». Et vient régulièrement le voir à son domicile. Et au cours des conversations, l'idée est venue de voler des toiles pour se faire de l'argent parce qu'il n'a plus rien. Il est en fin de chômage, il ne trouve pas de boulot, il a un âge où il a du mal à se réinsérer. Bien sûr, j'essaie de le dissuader, mais j'ai en face de moi une personne extrêmement déterminée et qui n'hésite pas à proférer des menaces contre moi et contre ma mère, alors fort âgée, qui habitait cette maison. Je me sens prisonnier. La possibilité, dans ce cas-là, de prévenir la police devient difficile. Le conservateur fera savoir en définitive qu'il n'a pu se libérer de cette pression qui a été mise sur lui, pression parfois menaçante, à tel point d'ailleurs qu'il s'en ouvrira à certaines de ses connaissances, mais n'ira pas jusqu'au bout de sa démarche de renoncer à ce projet. Et ça a été évidemment un grand tort de ma part. L'enquête va continuer naturellement. Il nous a donné l'identité du premier voleur. Nous allons convoquer le 29 septembre cette personne. Il reconnaît qu'il a volé les toiles et il nous dit qu'elles sont sur le bateau de son acolyte à Saint-Laurent-du-Var. Nous allons faire une perquisition sur le bateau. Et là, comme c'est indiqué, dans la petite cabine, derrière les voiles, derrière le coussin, qu'est-ce qu'on trouve? Les 2 cadres. Encore emballés dans leur housse. Le scotch n'a même pas été défait. Pour moi, c'est important, c'est qu'elles n'ont même pas été sorties de leur housse. Ils ne les ont même pas regardées. Les 2 tableaux de Sisley et Monet qui avaient été volés la semaine dernière au musée des Beaux-Arts de Nice, eh bien, ils ont été retrouvés intacts ce matin. Les œuvres ont été récupérées dans un bateau au port de Saint-Laurent-du-Var. Et là, j'éprouve évidemment un immense sentiment de soulagement. Les œuvres ont été récupérées intactes. Les toiles vont être restituées officiellement à la ville de Nice. Je pense qu'elles vont être réaccrochées sur les murs du musée.
Les deux auteurs seront à leur tour interpellés et confondus. Passant devant le juge, celle-ci me met en examen avec comme motif co-auteur d'un hold-up avec prise d'otage. Et étrangement, j'éprouve un sentiment complexe et presque contradictoire. D'une part, un immense soulagement, à savoir que la situation est clarifiée, que tout est dit. Et d'autre part, évidemment, le drame de la mise en examen est d'être, en quelque sorte, promis à la vindicte publique. Le conservateur, si j'ai bonne mémoire, se verra infliger une peine de 5 années d'emprisonnement, dont 18 mois ferme. L'auteur principal sera condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement et l'homme de main, le troisième auteur, sera condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 année ferme. Lorsque, rétrospectivement, je pense à ce vol, j'ai pleinement conscience que c'est une faute que je n'ai pas pu ou voulu éviter, et j'en paie aujourd'hui les conséquences. Victime d'une spoliation pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un camion égaré en 1978 et même d'un conservateur malhonnête qui organise son vol, la toile d'Alfred Sisley semble avoir décidément un destin très agité, bien loin de la quiétude du paysage qu'elle représente. Pour autant, il n'est pas encore temps pour elle d'être définitivement à l'abri, mais plutôt de confirmer à nouveau son triste statut de tableau le plus volé de France. 2 tableaux sont en train de se forger une légende bien malgré eux. 2 toiles de maître de Sisley et Monet volées hier pour la 2e fois de leur histoire dans le musée des Beaux-Arts de Nice. Il y a 10 ans, on les avait retrouvés rapidement après avoir confondu le conservateur du musée à l'origine du vol. Mais hier, le coup a, semble-t-il, été mieux organisé. Les 4 malfaiteurs n'ont pas hésité sur le choix des tableaux. Au rez-de-chaussée, 2 Bruegel du XVIIe siècle, des peintures sur bois, extrêmement rares, inestimables. À l'étage, chez les impressionnistes, ce sont aussi 2 toiles remarquables qui ont été dérobées. Les falaises de Dieppe de Claude Monet et l'allée des Peupliers d'Alfred Sisley. Les malfaiteurs ont agi très vite. Ils sont entrés dans le musée des Beaux-Arts vers 13h. Ils ont menacé le personnel, décroché les tableaux et ils se sont enfuis en moto et en fourgonnette. La police judiciaire est chargée de l'enquête, Interpol a été saisi. Selon toute vraisemblance, les malfaiteurs ont agi sur commande. Ces œuvres sont trop connues pour être revendues facilement. Le dimanche 5 août 2007, en milieu de journée, le musée des Beaux-Arts de Nice, le musée Jules Chéret, est braqué par 4 à 5 personnes. Le braquage se déroule vers 13h, c'est un dimanche, il y a peu de monde. L'un des individus est grimé et surtout il est armé d'une arme de poing. Il prend très vite possession des lieux en intimant l'ordre aux personnes présentes de ne pas bouger. Quatre tableaux de grande valeur ont été dérobés dans des circonstances absolument effarantes, déconcertantes. Il y a le chef qui rentre, il y en a 2 autres qui rentrent en combinaison blanche avec une espèce de masque pour pas trop qu'on les reconnaisse. Et les toiles étaient simplement accrochées au mur avec des pointes X et les braqueurs ont décroché les toiles du mur simplement. Les faits ont duré à peine 5 minutes. Ils sont entrés dans le musée des Beaux-Arts vers 13h, ils ont menacé le personnel, décroché les tableaux et ils se sont enfuis en moto et en fourgonnette. Nous avons retrouvé un témoin de leur fuite. Il y a des gens qui sont sortis là, avec des casques. Là, je suis encore tout ému. Avec des casques et des masques blancs pour faire de la peinture. Parmi ces 4 toiles volées, donc nous avons les 2 Bruegel, allégorie de l'eau et de la terre.
nous avons le Monet, les falaises de Dieppe. Et surtout, le Sisley, l'allée des Peupliers. Le Sisley est vraisemblablement un des tableaux, sinon le tableau le plus volé de France. Un tel vol, en pleine journée, par une équipe armée, qui va préparer correctement son affaire, qui va menacer, qui connaît a priori les œuvres à prendre, est un vol très rare. Il faut se mettre en tête aussi la situation un peu dramatique des musées en province, qui manquent de moyens, qui n'ont pas de système de sécurité fiable et qui manquent de personnel aussi. Et donc, c'est très difficile de réagir. Le butin est inestimable, le musée ne possède qu'un système de surveillance sommaire, pas de caméra, seuls quelques détecteurs de mouvement d'un modèle traditionnel sont installés dans les allées du musée. A priori, les premières constatations des enquêteurs se dirigent effectivement vers une équipe parfaitement structurée, parfaitement organisée. Après un tel vol, on peut imaginer que les toiles quittent rapidement le territoire national. C'est une grosse préoccupation. Le vol est d'ampleur, les toiles sont prestigieuses, ça peut être une commande. L'OCBC va s'intéresser à diffuser immédiatement à Interpol les informations sur le vol. C'est pas un hasard si ça passe pour une commande, parce que ce que les enquêteurs ne savent pas à ce moment-là, mais vont découvrir assez vite, c'est que le vol est né d'un invraisemblable quiproquo entre un truand et un agent du FBI. Entre 1988 et 2005, lorsque j'étais agent du FBI, il y avait encore certaines œuvres d'art qu'on ne parvenait pas à trouver. Mon but principal était de retrouver ces tableaux volés au musée Gardner. Vol du siècle au musée de Boston, aux États-Unis. Des individus ont profité de la crédulité des gardiens pour s'emparer d'un véritable petit trésor, ou plutôt d'un gros trésor. Tenez-vous bien, 5 Degas, 3 Rembrandt, un Monet et un Vermeer. Difficile à négocier, mais le FBI est formel. C'est du travail de pro. C'était une des principales affaires d'investigation de la section Art Crime du FBI. Un vol mythique, autant par son butin que par son déroulement. Imaginez, Boston, le 18 mars 1990, 2 bandits déguisés en policiers pénètrent dans le musée Isabella Stewart Gardner, neutralisent les gardes et réalisent ce qui est toujours qualifié comme le casse du siècle dans le monde de l'art. 13 œuvres de maître ont été dérobées cette nuit-là. Le musée propose encore aujourd'hui une récompense de 5 millions de dollars, près de 4,5 millions d'euros, à quiconque délivrera des informations sur cette affaire. Un agent du FBI est sur cette enquête depuis des années. C'est son obsession. Il s'appelle Robert Whitman et il a créé le département spécialisé dans les vols d'œuvres d'art au sein de l'agence. L'une de ses spécialités est l'infiltration du milieu des voleurs d'art en se faisant passer pour un acheteur peu scrupuleux. Et c'est sous cette couverture et le pseudonyme de Bob Clay que cet enquêteur américain, croyant poursuivre les voleurs de Boston, va retrouver la piste des trésors volés à Nice. Robert Whitman, son travail, c'est l'infiltration. Et donc, il raconte à qui veut l'entendre et à ses contacts qu'il cherche des tableaux anciens parce que il ne peut pas dire qu'il cherche les tableaux du Gardner, le Vermeer ou le Rembrandt, parce que ça éveillerait la suspicion. Durant l'été 2006, nous avons reçu un tuyau d'un particulier du nom de Bernard Ternus, qui aurait reçu des informations à propos de plusieurs de ces tableaux. Bernard Ternus partage sa vie entre la France et les États-Unis. Il s'est établi en Floride. Son rêve américain, enfin pour lui, c'est voilà, il est attiré visiblement par le côté strass, les paillettes, la vie facile, les dollars, les grosses voitures. Lui prétend, un peu à droite et à gauche, qu'il sait où sont les tableaux du Gardner. En conséquence, nous avons décidé de lancer une opération sous couverture aux États-Unis et d'aller à Miami pour rencontrer cet individu, pour négocier le possible retour des tableaux ou de collaborer avec cette personne et faire en sorte de retrouver les œuvres. La première fois que j'ai rencontré M. Ternus, je lui ai dit que mon nom était Bob Clay, Robert Clay, qui était mon nom de couverture à l'époque.
Quand je lui ai demandé ce qu'il avait, quelles œuvres étaient réellement en sa possession, il m'a dit « J'ai un Vermeer et un Rembrandt ». Et j'ai un peu insisté. Au bout de notre 4e ou 5e rencontre, je lui ai dit « Dites-moi en plus à propos de ces peintures. J'ai besoin d'avoir des informations plus précises avant de pouvoir les revendre à quelqu'un. » Et il me dit qu'elles avaient été dérobées dans un musée aux États-Unis il y a plusieurs années. C'était une bonne piste. En fait, Ternus, qui n'est pas une lumière, il faut bien l'avouer, il n'a pas les moyens de trouver les tableaux de Boston. Alors, attiré par la proposition de Bob Clay, il contacte un vieil ami à lui du milieu, qui est surnommé l'Arménien, qui s'appelle Patrick Chelelikian, et lui demande s'il n'a pas les moyens de trouver des tableaux anciens. Pour Chelelikian, c'est la poule aux œufs d'or. C'est l'information qui va vous donner le coup de votre vie. Patrick Chelelikian, il va essayer de former une équipe avec un gars qui s'appelle Patrice Lhomme, qui est surnommé le Belge, le neveu de Ternus, Grégory Moulek, un certain Lionel Ritter et un dernier individu qu'on appelle le Niçois et qui sera considéré comme le chef de bande. Quand ce braquage à Nice s'est produit pendant l'été 2007, j'en ai bien sûr entendu parler. Quelques semaines plus tard, Bernard est venu nous voir en disant qu'il avait accès aux tableaux qui avaient été volés et que si je voulais les acheter, il pouvait organiser un rendez-vous avec les voleurs pour négocier les toiles. Si vous êtes intéressé par ces tableaux, je veux d'abord négocier ce marché. Si cette affaire fonctionne, on pourra ensuite parler du Vermeer et du Rembrandt. Bob comprend qu'ils sont allés les voler dans un musée en France. Bob est complètement paniqué. Il dit « Mais non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Ces tableaux sont pas du tout intéressants. J'en veux pas. » Le FBI va faire savoir aux policiers français que, dans le cadre d'une opération undercover, un certain nombre de tableaux leur ont été proposés à la vente, tableaux parmi lesquels pourraient se trouver les tableaux qui ont été volés au musée de Nice. Nous avons travaillé main dans la main avec le CBC pour enquêter en France, pendant que l'enquête se poursuivait à Miami. Au départ, tout le monde voudrait retrouver les tableaux du Gardner. Donc on s'est dit, peut-être que ces gens-là vont nous amener au tableau du Gardner. Donc ils attendent plusieurs mois. Et au bout d'un moment, la police française dit, écoutez, bon, ça marche pas, on voit bien qu'on va pas les avoir. Donc il faut récupérer au moins les tableaux du musée de Nice. Nous avons décidé de mettre en place une opération sous couverture en organisant une fête sur un yacht dans le port de Miami. Cette réunion en Floride a tout des séries de Miami Vice et autres. Elle a eu lieu sur un yacht spécialement loué par le FBI pour l'occasion. L'intégralité de l'équipage de ce yacht est en réalité constitué de policiers du FBI, du serveur aux narcotrafiquants colombiens. Et ils avaient amené des filles. Seulement les filles, c'était des agentes du FBI. Elles devaient être peut-être super jolies, habillées certainement super sexy. Et donc les Français, ils étaient complètement excités. Ça a convaincu Bernard que c'était une vraie affaire, que nous étions réellement vendeurs sur le marché noir de l'art et qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. De cette rencontre ne sort rien d'autre qu'une reprise des négociations. Et c'est à ce moment-là que, ayant la certitude de ce que, en réalité, les tableaux proposés étaient ceux qui avaient été volés à Nice, l'action du FBI va finalement s'arrêter pour être reprise en compte par deux agents français infiltrés, Berny et Vincent, vont finalement prendre la suite des négociations. Ils se sont mis d'accord pour 2,8 millions pour l'ensemble des 4 toiles, mais présentées en une seule fois. Donc un rendez-vous est pris en définitive pour la finalisation de la transaction.
se donnent rendez-vous à Marseille, Corniche Kennedy, au pied de la statue de David. Il y avait des mendiants. Du côté droit de la Corniche, il y a les cafés. Il y avait peut-être un petit peu plus de garçons que d'habitude. Et puis il y avait ce fameux Bernie, qui était là, qui avait une petite veste de minet. Et puis à un moment donné, il me dit, il a enlevé la veste de minet, il y avait écrit « police ». Et à ce moment-là, tous les serveurs et tous les mendiants qui étaient là étaient des forces de l'ordre françaises. Les voleurs sont arrêtés en flagrant délit sur la Corniche à Marseille, alors qu'ils s'apprêtent à vendre leur précieux butin. Après le casse du siècle, c'est le coup de filet du siècle. Bravo, pas abîmé. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est les 4. Les 4 ils sont, Didier. Les 4 ils sont. Plein de camions de la police, au moins 10 camions. Il y a eu les gens cagoulés, tout ça. On m'a dit qu'il y a eu un vol de tableaux d'une certaine valeur d'argent. En définitive, entre l'interpellation sur la Corniche, la vague d'interpellation qui suit immédiatement après, plus Bernard Ternus, on arrive à réunir les 5 personnes qui ont commis le braquage. Ce qui montre que ces œuvres n'avaient pas changé de main, étaient restées dans les mains des braqueurs et qu'eux-mêmes avaient décidé de les revendre et d'en tirer le profit maximum. Les 4 tableaux ont été récupérés avec leur cadre, intacts. Les malfaiteurs, eux, sont en garde à vue dans les locaux de la PJ de Marseille. C'est en partie grâce à une information du FBI, la police américaine, qu'ils ont été arrêtés. Les voleurs cherchaient depuis un an à vendre leur toile à l'étranger, sans succès. Et là, je rencontre pour la première fois Patrick Chillet-Léquian, que je ne connaissais pas, et qui souhaite que j'assure la défense de ses intérêts pour la garde à vue. Et puis alors là, c'est la sidération totale parce que il me dit, voilà, maître, je suis dans les locaux ici de cette garde à vue à cause du FBI américain. Et là, je me dis, il est fou complet. Soit effectivement, cette affaire est une affaire d'une ampleur incroyable, soit c'est un original qui vient encore m'expliquer n'importe quoi pour se sortir d'affaire. Et ironie du sort, c'est qu'il avait raison et qu'il n'était pas fou du tout et qu'il était bien en garde à vue à l'origine par la faute des autorités américaines. Les accusés vont axer principalement leur défense sur le fait d'avoir agi sur une provocation policière. Ils ont tenté de rejeter la faute sur moi en disant qu'ils les avaient volés sous mon impulsion. Mais ce n'était pas vrai, ils les ont volés parce qu'ils les voulaient. Je n'avais rien à voir avec ça. C'était leur défense, leur façon de se déresponsabiliser. Mais bien évidemment, quand on doit se défendre, on peut dire ce qu'on veut. Ça n'a plus aucune importance. Bob ne leur a jamais dit « allez voler dans un musée et moi je vous achèterai les tableaux derrière ». Ça serait complètement délirant, c'était pas dans son intérêt du tout, ça n'a aucun sens. Donc il ne faut pas non plus exagérer la responsabilité du FBI dans l'histoire. Le musée Chéré n'a pas récupéré le Sisley et le Monet. Ils n'ont plus le droit à les avoir en garde. Le musée d'Orsay, qui avait prêté le Sisley au musée Chéré de Nice, a décidé de le récupérer dans une lettre qui a été adressée par le directeur du musée d'Orsay et qui est très acide à l'encontre des dirigeants niçois, en leur disant « écoutez, ça commence à bien faire. Chaque fois que je vous prête une toile, et notamment ce Sisley, il a été volé 3 fois dans l'espace de très peu de temps. Il dit maintenant ça suffit. Nous, on va le récupérer. » Oui, il fait partie des tableaux qui ont une véritable histoire. Faut-il lui coller une étiquette de tableau maudit? Je ne sais pas si l'artiste lui-même en serait satisfait d'une telle étiquette, mais il est bien sur les devants d'actualité tous les 10 ans ou tous les 15 ans, oui. Il a un destin extraordinaire parce que certainement il doit être extraordinaire. L'équipe de malfaiteurs sera jugée en 2011 et condamnée à différentes peines de prison. 8 ans pour Patrick Chillet-Léquian et 2 ans pour Patrice Lhomme.
Quant à Bernard Ternus, il est condamné une première fois aux États-Unis, en septembre 2008, à 5 ans de prison pour sa participation à la négociation des tableaux. Puis, de retour en France, il écope en 2014 de 4 années de prison pour avoir commandité le vol. Le tableau de Sisley, l'allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing, est aujourd'hui sous protection au musée d'Orsay, en attendant de retrouver un jour, qui sait, ses véritables propriétaires, héritiers d'une famille spoliée pendant la guerre. La malédiction du Sisley prendra alors fin. Quant au tableau du musée de Boston, le mystère reste entier. Il figure toujours sur la liste des trésors volés.